Je ne sais pas si on peut le qualifier d'astrophysicien. Je ne sais pas si je ne connais pas son formation. Formation en astrophysique. Là, présentement, si je ne m'abuse, il s'occupe des aspects informatiques du CRAC, c'est bien ça, l'Université de Montréal. Donc, vous allez voir qu'il est très, très ferré en astrophysique, en raison de sa formation. Hein. Mais c'est également un astronome amateur, donc il est capable de nous apporter un angle compréhensible pour nous. Donc, non. J'essaie de trouver comme ça, on prend Louis pour ça. Donc, si vous voulez de la vulgarisation, c'était Louis. Il est déjà venu, qu'on n'a pas plus compris. Même partout, c'était pas. Donc voilà, Donc, c'est ça. Je suis Luc Turbide du CRAC, du Centre de recherche en astrophysique du Québec, administrateur système. Je travaille pas seulement à l'Université de Montréal, mais à l'Université de Laval et à Montréal-Antique. Je me promène entre les trois universités, entre les trois endroits. Aujourd'hui, mais ça va être bien plate. C'est pas vrai qu'est-ce qu'il a dit dans son email que j'étais intéressant. Je parle pas, je suis gêné, je sais rien. Non, aujourd'hui, ça va être quand même une grosse présentation. C'est la cosmologie au complet que je fais, revisée. Donc, c'est le livre d'Hubert Reeves, qui est paru dans les années 80, qui était Patience dans l'azur, qui explique tout. Donc, je vais commencer par la formation de l'univers. On va parler un peu des étoiles, on va parler des planètes, on va parler de la vie, mais surtout les nouvelles découvertes qu'il y a eu depuis 30 ans. La revision, qu'est-ce que M. Reeves aurait pu annoter à son livre? Donc, son livre de Patience dans l'azur. Il a fait, pendant les 10 premières années, il a fait des notes. Donc, toute réédition du livre, il y avait des notes en bas de page avec les nouvelles découvertes. Mais depuis 90, il n'y a pas eu de notes. Donc, moi, je vais essayer de vous montrer les nouvelles choses. Ce livre-là a eu un impact important dans la carrière. Ce livre-là a eu un très bon impact, un très grand impact dans la carrière. Il a changé la vie de plusieurs adolescents. Je suis quasiment sûr que M. Asselin a été en astrophysique probablement après avoir lu ce livre-là. Est-ce que je m'abuse? Non, c'est à peu près ça aussi. C'est à peu près ça aussi. Moi aussi, j'ai changé de carrière. J'ai décidé de m'en aller en astrophysique à cause de ce livre. Il y a eu énormément de clubs d'astronomes amateurs. Le taux a augmenté exponentiellement cette année-là. Et imaginez, à ma première année à l'université, ma première journée, je veux dire, à l'université, assis pas loin de moi, il y avait le fils d'Hubert Reeves qui était là, Keanu Reeves, je pense, c'était ça. Non, Nicolas, qui était juste à côté de moi. Et ma première présentation aussi a été une présentation de ce livre-là que j'ai fait il y a 30 ans, 31 ans aujourd'hui, à Rimouski. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ce qui veut dire, bon, donc, Patience dans l'azur 3.0, c'est plus 3.1 parce qu'il y a eu des nouvelles découvertes depuis 2 mois que j'ai été obligé d'ajuster. 30 ans de découvertes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Louis est là pour répondre. Moi, j'en ai déjà une. Est-ce que c'est prévu qu'on prenne une pause dans le milieu ou c'est comment que ça fonctionne? Ben, c'est parce qu'il va y avoir, t'as pas prévu un repas, c'est pour les 6 prochaines heures. Donc, normalement, il y avait une pause pour un repas, c'est prévu. Oui, il y a un traiteur. Il y a un traiteur. Oh oui, à quelle heure la pause? Ben, je sais pas. À 8 heures? Bon, on se parle en 2, peut-être en 3 heures. Ouais. Ben non, mais mettons, un peu avant 9 heures. Ok, je pensais à 8 heures moins ça. C'est bon. On va recommencer. Il m'a tout perturbé, là. Tout le long de la conférence, toute la première partie, avant la pause, je vais vous parler surtout de cette image-là ici. C'est une image qui a été prise en 1900, au début, en 64, la première qui a été découverte,
en 89 et en 2001, et la nouvelle image qui a été prise l'année passée, qui vient d'être traitée, que vous avez probablement vu. Quand M. Reeve a écrit son livre, il y avait seulement ça. C'était uni, il n'y avait rien d'autre. Quand M. Reeve a écrit son livre, les sondes commençaient à visiter. Voyageur 1 était rendu à photographier Jupiter. Donc, il n'y avait pas encore d'images de Jupiter d'arrivée, des images haute résolution. On n'avait pas d'Uranus, on ne connaissait pas les anneaux d'Uranus, on ne connaissait pas Saturne, jusqu'à ce qu'on pouvait voir au télescope. Hubble n'était pas lancé. Il y avait plein de choses là, qui n'existaient pas quand il a écrit son livre. Donc, il y a eu énormément d'évolution. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première lumière que l'univers a transmise. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Je vais parler un peu du jargon scientifique au début, un peu d'histoire avec des individus, sombres individus, et on peut aller sur la trace de la vie. Donc, ça va être ça là, pour les 6 prochaines heures et plus. S'il y a des questions, on pourra aller à 8-9 heures. Je travaille demain matin, c'est tout. Pas de problème. Si je tape sur Google Boisbriand-Rimouski, j'ai une estimation de distance 569 km et Google me donne tout de suite une estimation en heures. Parce que lui, il va calculer le temps, ce qu'on appelle, soit qu'il nous donne une distance, ou la même chose en heures voiture. Donc, les heures voiture, c'est une unité de distance aussi. Sauf que si vous êtes ma blonde, elle le fait en 5 heures. Moi, je le fais en 7 heures, donc ça dépend. Ou l'inverse, je ne sais pas. Mais, c'est l'heure voiture n'est pas une unité tellement fiable. Il faudrait utiliser un autre étalon pour l'unité de distance. Et au lieu de marquer Rimouski 6 heures, on devrait marquer Rimouski 2 millièmes de seconde. Parce que ça prend 2 millièmes de seconde à la lumière à aller. Et la lumière, elle va toujours à la même vitesse, dans un même milieu. Donc ça, c'est une unité de distance qui est fiable. Si je dis 2 millièmes de seconde, peu importe que c'est moi qui conduis ou si c'est ma blonde qui conduit, c'est 2 millièmes de seconde, un point c'est tout. Si je veux aller à la Lune, ça va prendre 1 seconde. Si je veux aller au Soleil, ça me prend 8 minutes pour me rendre jusqu'au Soleil, ainsi de suite. 4 ans pour aller à la première étoile, traverser la galaxie au complet, qui est notre groupe d'étoiles, ça prend 100 000 ans. Et première galaxie majeure, 2 millions d'années. Donc, ça nous donne une idée. Là, on est juste à côté de nous. Si je veux faire l'univers au complet, ça me prend environ 50 à 80 milliards d'années pour faire notre univers qu'on a actuellement, notre univers visible. Même si on dit qu'on voit à 13 milliards d'années, il faut considérer l'expansion de l'univers. Donc, ça nous donne un univers d'à peu près 80 milliards d'années en volume. C'est à peu près la fortune de Bill Gates. Merci, à cause de l'histoire. Aussi, un autre concept dans la théorie du Big Bang, parce que là, je vais parler de la théorie du Big Bang et qu'est-ce qu'on va la modifier après. Dans la théorie du Big Bang, l'univers, ça, c'est une photo de l'univers. Normalement, on la voit bien, mais... Tu peux fermer la lumière au pire. Je sais pas. L'affaire jaune sur le dessus. J'ai pas trop d'images. Ah. Oh, on la voit pas plus. Oh, on la voit pas mal mieux. Oui. Donc, ça, c'est une photo 360 degrés qu'on prend, ça a pris quelques années à faire parce que, bon, il mouille et on se promène partout sur la planète pour faire l'univers. Mais dans la théorie du Big Bang, l'univers, ça veut dire le tout. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas parler de frontières à l'univers, puis qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'univers? L'univers représente tout au complet.
Donc, c'est complètement absurde de dire si notre univers est en expansion, aller dans quoi? Non, vous ne pouvez pas dire ça. L'univers crée son propre espace quand il est en expansion parce qu'il n'y a rien d'autre de l'autre côté de l'univers. Ça, c'est la théorie du Big Bang qui nous amène cette chose-là. Après ça, on a, encore jargon scientifique, regarder loin, c'est regarder dans le passé. Si, aujourd'hui, on est à l'ère des télécommunications, n'importe quoi, il y a le roi de Papazie, de je ne sais pas trop quoi, qui fait un petit cacamou, la bourse abaisse de 10 points instantanément. On est très rapide là, dans les communications. Mais, s'il se passe quelque chose sur Andromède, on va le savoir dans 2 millions d'années. On ne le saura pas avant. Même si j'ai le plus grand télescope au monde, je ne le saurai pas plus tôt. Même si la technologie avance, ça prend 2 millions d'années à la lumière pour nous parvenir. Donc, on a toujours cette étape-là. Mais ce n'est pas un problème en astronomie. C'est vraiment un avantage. Parce qu'on peut voir dans le passé, on peut voir plus loin, on peut voir développer des choses qui s'est développées dans le passé et on peut regarder l'évolution d'autres étoiles et connaître de où qu'on vient. Et en même temps, essayer de prédire où qu'on s'en va. Exemple, M. Asselin, si je le regarde sur Terre, il a cet âge-là aujourd'hui. C'est vous, M. Asselin, je ne savais pas. Il a cet âge-là aujourd'hui, mais si j'étais sur Sirius, il serait 8 ans plus jeune. Je suis sur Sirius et je regarde aujourd'hui, je regarde dans mon télescope, je vois M. Asselin, 8 ans plus jeune. Pour moi, il est à cet âge-là. C'est que ça existe. Sur Vega, 25 ans plus jeune. Sur Castor, 50 ans plus jeune. Et si je pousse un peu, puis j'ai un très bon télescope, puis je m'en vais sur Mizar, mais je vais voir sa conception. Donc, regarder loin, c'est regarder le passé, puis on peut même regarder le début, probablement. Du moins, c'est ça qu'on espère. T'as combien d'années-lumière, Mizar? 80. Oh, je l'ai mis à 80. Il est mis à 80. Je suis pas loin de ça, pareil. Je tombe à 0. Je tombe à 0. Ce qui veut dire, regarder loin, c'est regarder tôt. Si je regarde des galaxies, on a réussi à voir des galaxies très loin. Donc, ce qui veut dire, au tout début de la naissance de l'univers, on a vu des galaxies à 420 millions d'années après la naissance de l'univers. On a vu des galaxies, ça a été pris une photo dernièrement, là, et qui étaient situées ici. Donc, nous, on est à 13 milliards, 13-14 milliards, 13,8, et une galaxie qui était située ici. Donc, vraiment au début, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça ici. C'est pas une photo impressionnante, mais on se dit que c'est l'objet le plus lointain qu'on a pu photographier, quand même. L'objet. Tandis que tantôt, on va parler de la lumière. Donc, c'est toute l'image de l'univers qu'on a photographiée. Si on prend une photo ici des nuages de Magellan, je peux zoomer à plusieurs endroits dans cette image-là et obtenir toutes sortes de choses. Et ici, dans Deep Sky, on obtient des galaxies. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les galaxies distantes sont rouges. Est-ce que c'est des manifestations étudiantes? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants sur ces galaxies-là? On ne sait pas. Non, il y a un phénomène qui a été découvert en 1914, qui est la spectroscopie. Et on s'est aperçu que plus qu'une galaxie est éloignée, plus que sa lumière est shiftée et décalée vers le rouge. Comme une ambulance qui arrive vers vous,
le son est aigu, mais quand elle s'éloigne, le son est grave, donc plus rouge, comme on peut dire. Monsieur Hubble, pas le télescope, mais le monsieur, avant le télescope, il a utilisé ça dans l'histoire et s'est aperçu que les galaxies s'éloignaient les uns des autres. Donc, si je prends un pain au raisin, avant de le faire cuire, les raisins sont tous collés, et après qu'il soit cuit, chaque raisin n'a pas bougé dans le pain, mais ils sont plus loin les unes des autres. Pourquoi? Parce que c'est le pain lui-même qui a gonflé. Donc, les galaxies ne bougent pas. C'est pas vrai, les galaxies bougent dans le groupe local, vous savez un peu, mais à l'échelle de l'univers, les galaxies ne bougent pas, mais s'éloignent les unes des autres. Quand que je dis qu'il y a une galaxie qui s'éloigne presque à la vitesse de la lumière de nous, ceux qui sont sur cette galaxie-là, ils n'ont pas les cheveux, là, puis la face de Martin Matt, quand tu le vois dans l'annonce de Honda, là, ils ne s'éloignent pas, ils ne bougent pas, mais l'univers gonfle et on a l'impression qu'ils s'éloignent de nous. Donc c'est le point central de la théorie du Big Bang. Ce qui veut dire que si je retourne dans le passé, si les galaxies s'éloignaient, bien, ils étaient plus proches. Ils étaient plus proches, puis tout d'un coup, on dirait que l'univers était tellement petit et collé qu'il était dans un seul point, et la seule éventualité, comment il aurait pu débuter, si on peut dire qu'il y a un début à l'univers, c'est avec une grande explosion, un Big Bang. En vérité, ce n'est pas une explosion, c'est pas ça, mais ça, c'est la théorie du Big Bang. Et là, je viens de finir tout le chapitre de Hubert Reeves et la théorie du Big Bang. Maintenant, je vais arriver avec les nouvelles théories depuis 30 ans. On a cette image-là qui vient d'être produite par un télescope. C'est les 30 premiers mois. Ça a pris, je veux dire, 30 mois à produire. Là-dessus, on a 15 mois d'images. 50 millions de pixels. Le télescope, il était Point de la Grande 2, là où va être le nouveau télescope James Webb. Là. Il a été lancé. La mission est terminée. Et il a photographié le ciel là, en languette. J'ai un petit vidéo qui va vous le montrer, qui va vous expliquer un peu comment ça a marché. Au tout premier instant du Big Bang, les chercheurs en rêvent depuis 20 ans. Aujourd'hui, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, présente les premières données cosmologiques de la mission Planck, des résultats uniques au monde qui racontent l'histoire de l'univers il y a plus de 13 milliards d'années. Le premier résultat de base, essentiel, c'est une cartographie exhaustive du ciel, très précise, dans ce qu'on pourrait appeler 9 couleurs différentes. Planck a fait 9 images comme ça, avec des filtres différents, dans des couleurs différentes, sauf que c'est des couleurs qu'on ne voit pas à l'œil nu. En fait, c'est plutôt dans le domaine de longueur d'onde de la radio. Alors, en quoi elles sont différentes, ces images? C'est simplement qu'elles ont tout le ciel, un niveau de précision qui est tel qu'on voit des détails qu'on n'avait jamais vus. On avait quelques images moins précises dans certains filtres, dans certaines couleurs, mais celles de l'instrument HFI sont essentiellement des nouvelles. Et donc, l'instrument HFI, c'est l'instrument que nous pilotons, nous français, et qui apporte 6 de ces 9 images. Depuis le lancement du satellite Planck de 3e génération en 2009, les chercheurs ont fait 5 relevés du ciel, une prouesse technique qui a permis aux scientifiques de réaliser 2 fois plus d'observations que ce qui était prévu. Aujourd'hui, la carte du fond du ciel établie par Planck est la meilleure jamais réalisée. Si vous regardez par exemple sur cette image, c'est une représentation de l'ensemble du ciel, comme on représente l'ensemble de la Terre sur un level de ce genre. Et donc, vous voyez ici, effectivement, la partie brillante qui est la Voie lactée. Ce qu'on voit ici, avec les points jaunes sur le fond rouge, c'est effectivement le fond cosmologique. C'est vraiment ce qui vient du Big Bang et ce qui montre les structures qui là sont très petites. Le contraste entre les parties jaunes et les parties rouges, c'est un 100 millième. C'est un fond qui est extraordinairement uniforme. Néanmoins, toute l'information est dans ces petites structures. Et qu'est-ce que c'est que ces structures? C'est celles qui, effectivement, ont donné naissance aux amas de galaxies et toutes les grandes structures de l'univers. Une mission en partie réussie grâce à l'engagement du CNES. Depuis la fin des années 90, le CNES apporte au projet Planck un soutien à la fois financier et technique.
le CNES a financé le développement d'instruments haute fréquence qui a été fait dans les laboratoires français, en partenariat avec le CNRS. Et d'autre part, le CNES a apporté un support technique en développant en amont, dans des laboratoires spécialisés, certaines technologies clés qui ont permis la réalisation d'instruments. En particulier, le système de refroidissement à très basse température. L'instrument haute fréquence doit être refroidi à moins 273 degrés, c'est pratiquement zéro absolu. Et on n'avait jamais fait ça dans l'espace. Ce sont des études de R&D financées par le CNES dans les laboratoires spécialisés, en partenariat avec Air Liquide, qui ont permis de faire cet instrument avec son système de refroidissement. Les premières données cosmologiques de Planck présentées aujourd'hui à l'ESA ne sont qu'une partie des mesures réalisées par le satellite. Il reste encore aux chercheurs plus de la moitié à analyser. De nouveaux résultats sont attendus en 2014. On va comprendre des tas de choses différentes. On peut aussi comprendre mieux le milieu interstellaire de notre galaxie. On peut comprendre mieux ce qui se passe dans des amas de galaxies lointains. Donc il n'y a pas que les aspects purement cosmologiques primordiales, on peut aussi faire beaucoup d'autres choses dont je vous ai moins parlé parce que ce n'était pas la motivation première de la mission, mais c'est en fait une mine d'or, si vous préférez, où la chasse au trésor commence maintenant. Donc la chasse au trésor, comme il dit. Avant la chasse au trésor, on va regarder ici où a été prise l'image. Il faut dire que lorsque l'univers s'est réchauffé, tantôt j'ai dit on a commencé par le Big Bang. Il faisait noir, on ne pouvait pas voir de lumière comme telle parce que l'univers était tellement dense que chaque photon qui était émis était absorbé immédiatement. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à refroidir, à refroidir. Ça a pris environ 300 000 ans. Et il a atteint une température d'environ 3000 degrés. 2700 degrés Celsius. À cette température-là, les protons, on peut dire préatomes d'hydrogène, et les électrons ont commencé à se combiner. Et quand ils se sont combinés, quand on combine un électron et un proton, on émet un photon. Et, lui a pu voyager. Ce photon-là a une signature bien précise. Il a été émis à 2700 degrés. Et il a une énergie très, très précise. Une signature précise. Après 13 milliards d'années l'univers s'est dilaté pendant 13 milliards d'années, ce photon-là, il n'est plus à 2700 degrés. Il est autour de 2,7 degrés absolus, donc moins 270 degrés en moyenne. Si je prends une photo et je dis, je veux avoir sur mon image la signature de tous les photons à moins 270 degrés, je vais avoir l'image originelle. Mais notre galaxie, elle va émettre la lumière à cette température-là, et d'autres galaxies aussi. Donc, il faut nettoyer l'image. Donc, ça a pris 1 an à nettoyer l'image, ils en ont nettoyé la moitié des données. Mais, je vous ai dit tantôt que le Big Bang et l'univers étaient un tout. Mais il y en a qui ont commencé à dire, peut-être pas. Peut-être qu'on pourrait imaginer qu'est-ce qui s'est passé avant le début de l'univers. Peut-être qu'on pourrait imaginer qu'est-ce qu'il y a après l'univers. Donc ça s'appelle la théorie des cordes. C'est la science de l'au-delà avant, qu'on pouvait dire. Mais maintenant, ce n'est pas au-delà de la science. La théorie des cordes, quand ils ont vu la capacité du satellite Planck, ils ont dit, je m'excuse, mais on a une théorie, puis on est capable de faire des prédictions maintenant. Parce qu'au début, quand ils ont sorti cette théorie-là, c'était bien beau d'imaginer un univers à 10 dimensions, à 27 dimensions, n'importe quoi, mais c'était un modèle purement mathématique. Ils ne pouvaient pas prédire, et leur prédiction, c'était, on ne pourra pas observer qu'est-ce qu'on avance. Mais, après avoir retravaillé puis regardé qu'est-ce que le satellite Planck était capable de nous donner, ils se sont dit, peut-être qu'on est capable de faire des prédictions maintenant sur l'image qui va arriver. Donc, je vais vous montrer les prédictions de ces 3 messieurs, qui sont les 3 architectes de la théorie des cordes. Et, hypothèse, donc, on l'a fait un peu.
qu'est-ce que je voulais dire, c'est que nous, dans le temps, on est dépassé ici. Ici, on a la formation des galaxies, les premiers atomes, et on a le Big Bang. Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? C'est complètement inaccessible. L'univers a commencé là. Donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a avant l'univers, vu que notre univers est un tout. Mais, d'après la théorie des cordes, on pourrait peut-être avoir des traces de qu'est-ce qui s'est passé avant. Ou, s'il y a quelque chose sur les bords ici, on pourrait peut-être avoir un emprunt de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a sur les bords. Ce qui veut dire que, avec cette image-là ici, je ne peux pas vous donner les théories tantôt que je vais avancer parce qu'ils n'ont pas analysé en structure fine. Mais on va avoir ils vont continuer à travailler là-dessus pendant encore 1 an ou 2 et analyser, enlever. Il y a 50 millions de pixels, hein, et il y a tous ces signaux-là à enlever. Il en reste la moitié à donner. Si, après avoir enlevé tous les signaux, on trouve des grands cercles sur l'image, qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça veut dire que notre univers est dans un monde où c'est qu'il y a plein d'univers parallèles. Donc, on a notre univers, et au-dessus de nous, il y a un autre univers. Et au-dessus de en dessous de nous, il y a un autre univers aussi. Les univers ne se touchent pas, ou théoriquement ne devraient pas se toucher. Et lorsqu'ils se touchent, il y a destruction d'un des deux univers, ou transfert d'énergie d'un univers vers un autre. Et c'est ça qui aurait causé le Big Bang. C'est dans la série Fringe. Hein? C'est dans la série Fringe. Oui, c'est ça. Donc, c'est là qu'on a l'origine du Big Bang, où la théorie des cordes rejoint la théorie du Big Bang. Donc, si on voit ce genre d'univers-là, on est dans des univers, méga-univers bulles, plusieurs univers, et normalement, il n'y a pas d'interaction entre les deux, sauf peut-être des chocs de temps en temps, et là, c'est destruction de un des deux univers et naissance d'un nouvel univers dans l'autre. Tout recommence. Mais sur l'ancienne carte, il y avait déjà 3-4 POC. Sur le VMAP, il y avait déjà des ronds. Oui, mais ce n'était pas assez précis pour dire que c'était exactement ça. En fait, pour avoir autant d'univers, il y a de configurations différentes dans un univers, quoi. Si tu le dis. D'où ça vient de dire qu'il y a eu des cordes? Encore, c'est des oscillations. On ne peut pas s'imaginer la méthode, c'est un modèle mathématique. Et on est à plusieurs dimensions. Notre cerveau n'est pas capable de s'imaginer plus que 3 dimensions. Donc, ils ont modélisé, ils expliquent comme si c'était une corde, mais c'est une oscillation, c'est une onde. Okay. Mais c'est un modèle à 10 dimensions. Le choix de corde, le mot corde, je ne sais pas exactement d'où il vient. Puis en anglais, ça se dit comment? Ram, string. Comment? String. String. Les strings. OK, string. String theory. Les cordes de violon. Il me semble qu'il il y a l'autre théorie qu'on ne voit aucun motif. Donc, c'est une autre personne qui a pensé à ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fumé, mais moi, je la trouve assez capotée. Cette intensité-là, ça veut dire que l'intensité du signal est trop faible. Donc, l'univers dans lequel on est baigne dans un autre océan qui est très très peu d'énergie et qui est très très stable. Ce qui veut dire que notre univers est né à l'intérieur d'un trou noir. Et on est en train d'évoluer à l'intérieur d'un trou noir. Et il y a d'autres univers à côté de nous qui évoluent à l'intérieur d'un trou noir. Donc vous avez le trou noir ici et il y a des univers qui poussent de chaque côté. OK? J'irai pas plus loin. C'est une autre des théories des cordes, s'il n'y a pas de motif à part. Et nous, là-dedans, on est à quel univers là-dedans? Moi, je suis ici. OK, on est tentacule. Oui, vous autres, vous n'êtes pas encore arrivés. Comment qu'on expliquerait qu'on ne soit pas écrasé comme le trou noir voudrait par la... Ah non, ça, c'est pas un problème.
Un trou noir, c'est comme une étoile qui a sa propre gravité. Donc, tant qu'on est à une distance, on n'est pas écrasé. On peut vivre à l'intérieur d'un trou noir si, tout dépendant de la gravité qui émet. Mais c'est comme une étoile normale. Donc, il n'y a pas de... Un trou noir, c'est pas quelque chose qui est tellement massif qui absorbe tout. Oui, mais il n'absorbe pas nécessairement tout d'un coup. C'est quand tu es à l'intérieur, tu es correct. C'est quand tu es à l'extérieur que tu vas te faire écraser. Que tu te fais On écraser. serait pas dans le trou noir, on serait comme après le disque d'accrétion, genre. On serait dans l'horizon des événements, après le disque. Pas après le disque d'accrétion. Le disque d'accrétion, c'est qu'est-ce qu'on voit. Ouais, on aurait passé le disque d'accrétion, on serait comme dans le... Mais imaginez que le Soleil peut devenir un trou noir si je le rétrécis à la grosseur d'une balle ou d'une tête d'épingle. Et notre planète peut continuer à tourner autour de notre Soleil sans voir aucune différence. À part qu'on ne voit pas le Soleil, mais de ce temps ici, ça ne ferait aucune différence. Mais du point de vue gravitationnel, si notre Soleil se transforme en trou noir, ça n'a aucun impact sur la Terre. La Terre va continuer à orbiter, il ne se fera pas attirer par le Soleil. Donc c'est faux de dire qu'il absorbe tout. Mais on ne peut pas être à l'intérieur du trou noir. Je veux dire, il n'y a pas d'intérieur la d'un trou densité noir. est trop grande, je veux dire, on ne peut pas... Un trou noir, on n'a pas la physique pour décrire un trou noir, et un trou noir est une singularité. Donc, c'est un point infiniment petit. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être à l'intérieur de... On serait comme greffé, selon ce... Mais on peut être à l'intérieur de l'horizon d'un trou noir, le point de non-retour, là, où c'est que la lumière ne peut pas sortir. Si, hypothèse numéro 3, sur l'image, on voit des petites taches un peu partout. Ça veut dire qu'il y a eu, au moment de l'effondrement de notre univers, il y a eu des oscillations de grande longueur d'onde, coupées. Là, je suis obligé de lire, comme des cordes de guitare sur des notes graves. Bon, pour simplifier, ça veut dire que notre univers existait, s'est comprimé, a fait un Big Bang et renaît à nouveau. Donc, il y avait quelque chose avant qui a été complètement détruit, complètement recyclé. Toute la matière de l'univers s'est remise en particules et en énergie. Après ça, les particules ont été détruites. Énergie, et là, on repart le Big Bang à partir de l'énergie pure. Ce qui veut dire qu'on n'a aucune mémoire de ce qu'il y avait avant, mais l'effet de l'ancien univers peut avoir modifié la carte du ciel, pris un petit peu plus tard. Donc, il y aurait une petite signature dans le niveau d'énergie. Est-ce que c'est un Big Crunch? Exactement, c'est ça la théorie du Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch. Donc, prédit par la théorie des cordes aussi. Hypothèse numéro 4, on voit des taches de toutes sortes de formes. Ça veut dire qu'on n'a aucune information sur... La théorie des cordes ne peut pas être vérifiée par cette image-là. Et il va falloir attendre 50 ans pour refaire un nouveau satellite qui va avoir des instruments 30 fois plus précis, qui va pouvoir prendre une nouvelle image puis essayer de voir dans la nouvelle image si les autres théories étaient bonnes. Qu'est-ce qu'on voit maintenant dans l'image? Ça, c'était les structures avant, qui a été pris en 2004, je crois. Et ça, c'est les nouvelles structures. Donc, on voit que c'est beaucoup plus précis quand même. Donc, l'ancienne image, qu'on pouvait voir vraiment des formes, maintenant, c'est moins évident. C'est pour ça que les cercles qu'on voyait avant, est-ce qu'ils existaient vraiment? C'est pas sûr. Dans cette image, température moyenne, si je change le contraste, elle a des choses qui ne concordent pas avec la théorie du Big Bang. En changeant le contraste, on s'aperçoit que le côté nord est plus chaud que le côté sud. Donc, il y a un côté de l'univers, l'hémisphère nord de l'univers, est plus chaud que l'hémisphère sud de l'univers.
ce qui n'est pas réellement explicable à partir de la théorie du Big Bang. Normalement, elle aurait été pas mal uniforme avec des scènes d'homogénéité. Et il y a aussi une section ici qui est excessivement froide par rapport à l'autre, à tout le reste, et ça ne concorde pas. Mais vous me dites, excessivement froid, ça veut dire quoi? Mais elle est à peu près peut-être 10 millionièmes de degrés plus froide que la température à côté. Parce que quand même, ici, là, on parle de 2,7, mais il y a plusieurs chiffres après le point. Et on parle du millionième de degré à peu près dans les précisions. Et il n'y a pas beaucoup de variations, mais maintenant, on peut quand même essayer de voir la variation. Donc, ces deux anomalies qui sont intrigantes. Mais ce qu'il appelle l'anomalie de Planck, c'est laquelle des deux? Dans la variation des températures? Je crois que c'est ça ici, mais non, je ne peux pas réellement. C'est deux anomalies de Planck, de l'image de Planck. Et ces deux anomalies-là nous disent que le modèle standard, donc qu'est-ce qu'on a étudié depuis les années 20, il y aurait peut-être des corrections à faire. Le Big Bang n'est pas nécessairement sûr. Donc peut-être la théorie des cordes peut expliquer ça. Quand on parle de l'expansion de l'univers aussi, ça va ajuster des chiffres. Donc on dit que l'univers est en expansion. Vous pensez que l'univers gonfle très rapidement. Ça gonfle quand même à une vitesse folle qui a été déterminée par cette image-là. C'est 67 km/s par mégaparsec. Donc, si je prends 30 trilliards de kilomètres, l'univers se grossit de 67 cm de tout ça, sur 30 trilliards de kilomètres. Donc, si je prends la distance entre nous et Andromède, l'univers se dilate de 6,7 millièmes de millimètre. En combien de temps, ça? Par seconde. OK. C'est pas beaucoup. Mais à l'échelle de l'univers, avec des échelles de temps de 13 milliards d'années, ça commence à faire gros. Mais c'est vrai que c'est pas... on ne voit pas la différence. Donc si Andromède fonce sur nous à 2000 km/h, la dilatation de l'univers ne le fera pas, il va nous rentrer dedans pareil. De quoi l'univers est composé? Allez-y. De gaz. Après ça, la matière. L'énergie. Vous n'avez pas le droit d'en parler dessus. De gaz, de matière, vous avez oublié le plus important. Il y a des étoiles, des galaxies, des astéroïdes, des comètes, beaucoup de poussière, des êtres vivants. Et évidemment, il y a moi que vous avez oublié. Donc, ça, c'est la composition de l'univers. Si je mets la composition de l'univers sur une balance, mettre tout ce qu'on connaît, et je pèse l'univers. Une balance, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par gravité. Et là, j'ai aucune idée pourquoi, mais ma balance de ce temps-ci, elle trouve que j'ai beaucoup de gravité. Donc, le chiffre monte beaucoup. Mais si je mets tout l'univers, si je calcule la gravité que l'univers possède, et toute la matière que j'observe, tout ce que j'ai dit ici qui était là, l'univers est plus léger. Il y a un problème. Je ne réussis pas. Il y a trop de gravité dans l'univers pour expliquer la masse qu'on a là. Planck a monté un nuage de gaz ici, même si je rajoute ce gaz-là, qu'on ne connaissait pas. Mais ici, on a un nuage entre deux amas de galaxies, qui est quand même très très lourd. Mais même si je rajoute tout ça, puis je dis qu'il y en a partout, des nuages comme ça, ce nuage-là est à 80 millions de degrés entre les deux galaxies. Donc il fait chaud il peut faire chaud entre deux galaxies. Mais 80 millions de degrés, quand il y a un atome par kilomètre carré, ça fait pas grand. Ça brûle pas tellement.
Donc, n'ayez pas peur, vous pouvez passer au travers de ça, puis il n'y a pas de problème. Si je prends notre galaxie, notre Soleil est ici, avec les étoiles, bon, Deneb, compagnie, quelques autres étoiles, il tourne autour du centre galactique. Si je prends la galaxie, je m'attendrais à ce que les étoiles qui sont un peu plus loin, comme des patineurs, ils tournent plus vite pour pouvoir me suivre, pour ne pas tout déformer la galaxie. Ou ils tournent, c'est ça, ils tournent plus vite, c'est ça qui est logique. Mais si je les observe, peu importe ce que j'observe ici, tout le monde tourne à peu près à la même vitesse. C'est pas logique, c'est pas physique. On ne peut pas avoir un disque qui tourne sans se déformer, puis que les points sont là, tournent à la même vitesse. Celui qui est plus au centre va tourner beaucoup plus vite que celui qui est là, puis l'autre va faire beaucoup plus de distance. C'est une anomalie qu'on observe depuis un petit bout de temps. Et c'est ce qu'on a appelé la matière noire. On a été obligé de rajouter de la matière noire pour équilibrer la rotation de notre galaxie. Je vais vous expliquer à peu près c'est quoi la matière noire. Si je regarde cette photo-là, parfaitement, c'est évident. Lui, il est en train de balancer, il tient l'autre en haut. Mais si je l'enlève, puis je regarde la photo, je me dis, ah, il y a un problème avec la photo. C'est une photo truquée. Ben non, c'est pas truqué. Vraiment, le petit gars, il est dans les airs, puis il se tient là tout seul. Donc, c'est ce qu'on appelle, il y a de la matière noire sur la balance qui est avec le système-là, qui nous fait que le système est en équilibre. Mais la matière noire, ça ne veut pas dire que c'est un petit noir. C'est pas la même chose. C'est de la matière qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas dire c'est quoi la personne. On n'a aucune information de ça. C'est pour ça qu'on appelle la matière noire. Une matière invisible. Mais vous pensez que vous êtes une vingtaine dans la salle aujourd'hui. Mais je peux vous dire que moi, je vous sens beaucoup plus nombreux. En vérité, chaque personne, il y a 5 personnes à côté d'elle. La matière noire est 5 fois plus nombreuse dans notre galaxie que la matière visible. Donc, si vous êtes 30 dans la pièce, vous êtes 5 fois plus nombreux, vous êtes 150 à m'écouter. Dans ma tête. Non, c'est ça. Vous êtes 5 fois plus nombreux. Donc, la matière noire, il y en a 5 fois plus que de la matière visible pour notre galaxie. C'est quoi la matière noire? Est-ce que c'est des neutrinos? Est-ce que c'est des affaires exotiques à 3 yeux? C'est bien dur à dire. Sauf que on a fait... C'est monsieur ici, en 1930, qui a amené l'idée de la matière noire. Mais il y avait tellement mauvais caractère que personne n'a voulu croire à ce qu'il disait. Parce que lui, il disait, il observait les galaxies, il dit, ça ne marche pas. La rotation des galaxies, ça ne marche pas. Il faut introduire quelque chose. Et il a inventé le terme de matière noire, de matière invisible. Que la seule chose comme quoi on peut la détecter, c'est sa gravité. Ça a pris 40 ans avant que les gens le prennent au sérieux à cause de son mauvais caractère. Après ça, ils ont commencé à faire des expériences et ils se sont dit, maintenant, on se donne 5 ans. L'année passée, là, il reste 4 ans. Les physiciens dans le monde se sont dit, on se donne 5 ans pour trouver c'est quoi la matière noire. Parce que c'est pas évident de dire que notre galaxie est faite de 5 fois plus de matière invisible. Ça rentre bien dans les modèles mathématiques, mais maintenant, il faut prouver c'est quoi cette matière-là. Il faut essayer de la trouver. Donc, ils se donnent 5 ans pour le faire. Ils ont appelé ça de la matière massive, des particules massives avec aucune interaction. Donc, les personnes noires, comme ils sont dans la salle, comme présentement, pourraient passer au travers de nous sans qu'on les sente. On sent leur gravité, c'est tout, mais à notre échelle, on ne sent pas de gravité. Mais, aucune interaction avec la matière visible, avec la matière qu'on connaît. Dans la station spatiale, ils ont installé ce qu'on appelle AMS. Donc,
Ce ne serait pas l'espace qui aurait son propre poids, un peu comme l'atmosphère, elle a son poids. Là, il va arriver avec l'éther. On va sûrement revenir avec l'éther aussi. Mais oui, l'espace a son propre poids. Ah, c'est pas ça la matière noire? Oui, mais on aimerait savoir, il vient de où ce poids-là? Le problème, c'est ça, c'est que l'espace a un poids 5 fois plus que qu'est-ce qu'on voit. C'est le résultat de l'espace qu'il y avait avant le Big Bang, puisqu'il y a de l'expansion. Non, l'espace, c'est pas une... On veut savoir de quoi il est composé. C'est quoi les particules? Les physiciens, ils sont fous, ils veulent tout savoir. Ok, là, je comprends, c'est la nature. Oui, votre gars, il se dit, là, je suis un physicien, je veux savoir, j'ai de toute la connaissance de tout l'univers. Puis là, on se retrouve avec, on n'a pas la connaissance pantoute parce que 80% de l'univers nous manque. On veut savoir c'est quoi. OK. Mais oui, c'est le poids de l'espace, mais il est rempli de quoi? Okay. C'est ça qu'on ne sait pas. Et cette partie, ce spectrographe-là, un spectrographe magnétique, fonctionne depuis, est installé en 2011 dans la station spatiale. Il a détecté 30 milliards de particules. Et il a pris comme 30 milliards d'événements. Il y en a 6,8 millions qui sont suspects. Donc, des événements qu'on ne sait pas c'est quoi exactement ça vient de où. Je vais vous montrer après ça c'est quoi les événements. Et là-dessus, on a dit qu'il y en a 400 000 événements qui seraient dus peut-être à la matière noire. Comment ça marche? Donc, l'appareil est installé ici. Il travaille dans des il capture des affaires très, très énergétiques. Il capture surtout l'antimatière, des positrons. Donc, c'est l'inverse du... vous avez l'électron, sa particule d'antimatière, vous avez le positron. Donc, la matière et l'antimatière existent. L'antimatière est exactement la même chose que la matière, sauf avec des charges inversées. Normalement, chaque particule a sa particule d'antimatière, sauf quelques-unes. Comme le photon, il n'y a pas un antiphoton. Mais un proton a un antiproton. Et c'est des particules qui existent. Nous, on est fait de matière, on aurait pu être fait d'antimatière, dans un univers d'antimatière. Mais quand on met les deux ensemble, ça crée de l'énergie. Parce que un est d'un sens, l'autre est dans l'autre. Ils se collent ensemble et ils vont faire de l'énergie pure. Mais on peut capturer, on a trouvé qu'il y avait de l'antimatière qui arrivait de l'espace. C'est probablement parce qu'il y a des chocs qui existent de particules. Comment je peux créer de l'antimatière? Donc l'appareil ressemble à ça. J'ai des particules qui arrivent, qui se rentrent en collision, comme ils font au CERN à Genève. Et là, ils créent toutes sortes de nouvelles particules. C'est de l'énergie, on a mis de l'énergie et là, on peut créer n'importe quoi. Je peux partir à courir, rentrer dans le mur et devenir un truck de pompier si j'ai assez d'énergie, si je cours très, 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 très vite, si j'accumule énormément d'énergie. Et une fois que le truck de pompier va se ralentir, je vais revenir moi, ou moi écrasé dans le mur. Ben, vous voyez le tableau. Donc, ils ont imaginé, vu que la particule qu'on ne connaît pas, l'antimatière, ne réagit pas avec la matière, peut-être qu'elle réagit entre elles. Peut-être qu'une matière sombre qui rencontre une autre matière sombre et qui rentre en collision va faire la même chose qu'au CERN à Genève quand nos particules de matière rentrent en collision. Et il va produire des protons, des positrons, je veux dire. Et c'est ça qu'ils observent. Deux boules rentrent ensemble. Puis ils ont décidé de faire des équations mathématiques selon le modèle d'astrophysique. Après avoir trouvé le boson de Higgs, on s'en va sur les énergies plus élevées. Et on trouve que si on a collision de deux antimatières, d'après les théories, on devrait avoir un surplus de positrons. Et c'est ça qu'ils ont observé dans la station spatiale. Sauf que, je vous ai dit, on peut le faire aussi à Genève, au CERN. Les pulsars aussi peuvent le faire. Est-ce que ces positrons-là ont été émis par des pulsars qu'on ne connaît pas? Parce qu'on ne connaît pas tous les étoiles
qui existent. On n'a pas répertorié tous les pulsars, tous les types de pulsars. Il y a peut-être un pulsar qui nous garoche des positrons de cette énergie-là, et on ne l'a pas encore découvert. Donc, pour l'instant, on a 2 avenues possibles. Mais, comme on a eu une signature, quand même, une possibilité, on peut revenir sur Terre et essayer de voir, avec des collisions à Genève, est-ce qu'on peut faire le chemin inverse, puis produire de l'antimatière, ou produire, je veux dire, la matière sombre, ou produire des positrons qui ont la même énergie que la matière sombre. Et là, on va essayer de calibrer ça. Donc, d'ici 5 ans, on devrait savoir c'est quoi la matière sombre et de quoi l'univers est fait et composé. Ces événements-là qui sont détectés, la collision n'arrive pas dans le détecteur. C'est juste qu'on détecte un positron, puis on dit... La collision arrive très près du détecteur. OK. Parce que le positron, il ne peut pas aller très très loin. OK. Parce qu'il va un moment donné rencontrer un peu de matière et là, il va disparaître. OK. Donc, son espérance de vie, là, comme dirait Claude Poirier, il vit sur du temps emprunté. Donc, dans un univers de matière, un positron, il ne vit pas longtemps. Donc, c'est peu probable que ça vienne d'un quasar ou d'un objet lointain. Non, parce que oui, ça c'est le positron, mais le quasar peut avoir émis une particule énergétique, un rayon cosmique, un rayon gamma, qui va frapper une particule qu'il y a dans l'atmosphère ou près de la station spatiale, et qui va créer un positron à ce niveau-là. C'est pas le positron, il n'est pas parti du quasar. C'est le résultat de la collision. Le positron, il est tout de suite créé après une collision. Sauf qu'il n'y a pas juste le positron, il y a l'électron, il y a le neutrino. Oh, oui, il y en a plein d'autres, là. Mais eux, quand ils détectent... Parce que ça aussi, c'est pas facile, on ne peut pas détecter. Et la plupart, qu'est-ce qu'on peut détecter pour l'instant, c'est le positron. Est-ce que le capteur, lui, est-ce qu'il est capable, il détecte juste le positron? Il n'est Juste pas le capable positron. de tout détecter en même temps et dire, ah oui, c'est de l'antimatière. C'est ça. Puis ça, c'est des scénarios différents. C'est peut-être que ça fait ce scénario-là, peut-être ça fait ce scénario-là, peut-être ça fait ce scénario-là. Mais il ne crée pas tout en même temps. Dans le fond, ça couvre juste un des scénarios. Il Hein? faudrait faire des nouveaux détecteurs qui sont capables de détecter d'autres types de collisions. Exactement. Il y en a d'autres détecteurs comme lui, qui peut détecter un autre type de collision. C'est un détecteur aussi qu'on met énormément d'eau ou un liquide quelconque. Et on essaie de trouver une variation de température assez simple, 1 millionième de degré. Donc on met un thermomètre, et quand le thermomètre varie d'1 millionième de degré, on se dit « Ah, on a eu une collision à l'intérieur ». C'est pas un peu la même chose que pour détecter des neutrinos, ça? Non, c'est pas exactement. Le neutrino, on ne détecte pas par la température. C'est que lui, il va émettre un rayon, un gamma quelconque. Un rayon gamma quand il va frapper un atome de chlore. Donc c'est la même chose, c'est une piscine. Le neutrino, c'est une piscine. Si jamais il frappe par hasard un atome de chlore en plein cœur, il va émettre un rayon gamma. Et là, tu as juste à mettre des détecteurs de rayons gamma tout le tour de la piscine. Et là, tu sais qu'il y a un neutrino qui a frappé. Tandis que lui, il ne va pas émettre de rayons comme tel, mais il va légèrement augmenter la température. Okay. Et cette expérience-là est pas mal plus difficile et il n'y a jamais eu de résultat encore. Parce que la Terre émet des rayons aussi et radioactivité. Il va faire varier la température de plus élevée que ça. Donc, le bruit de fond de la Terre est plus élevé que ces températures-là. Mais quand même, il espère un jour raffiner la technique et arriver à des choses. Mais d'après moi, la matière noire, c'est lui. Je suggère, on pourrait peut-être, je ne sais pas si tu es dans un trou dans ta présentation, il est 9h moins quart, qu'on peut prendre une pause ou... Attends juste 2 minutes. Finir un chapitre. Ouais. Et c'est là que je suis rendu. Dans 3 assiettes. Donc, ma matière sombre, la course au boson de Higgs est terminée, pas mal. Maintenant, à Genève, dans le CERN, ils sont à la course à la matière sombre. Et ils vont peut-être trouver lui dans l'accélérateur. Après la matière sombre, on a l'énergie sombre. Là, on s'est aperçu
on commence à voir des chandelles, donc on prend des étoiles comme étant une référence. Si je regarde une photo de 1984 et 1987, je m'aperçois qu'il y a une étoile qui vient d'apparaître ici qui n'était pas là et qui était là. Cette étoile-là, en moins d'un mois, elle a atteint la magnitude, donc elle émet autant de lumière que toute la galaxie au complet. Une galaxie, là, c'est 100 milliards d'étoiles. Donc, une étoile en un mois émet autant de lumière que 100 milliards d'étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Mais cette étoile-là, elle a explosé. Il y a plusieurs types d'explosions que je ne rentrerai pas en détail, mais il y en a une explosion qu'on appelle le type 1A, qui est l'explosion d'une étoile naine blanche. Si une étoile naine blanche, notre Soleil va devenir une étoile naine blanche. Mais si notre Soleil commence, après qu'il soit devenu une étoile naine blanche, il y a d'autres, les planètes commencent à tomber dessus, et là, il y a d'autres étoiles qui commencent à tomber dessus, puis là, il va grossir. Quand l'étoile naine blanche atteint 1,4 fois la masse du Soleil, il y a un problème majeur. Elle est instable, et là, les réactions nucléaires repartent. Mais ils ne repartent pas au cœur, partout. Ils repartent partout, à l'échelle de l'étoile au complet. Ce qui veut dire que l'étoile se désintègre complètement. Supernova de type 1. La chose importante que j'ai dit, c'est qu'elle explose quand elle a atteint 1,4 fois la masse du Soleil. Donc, tous les supernovas de type 1 sont supposément identiques. Quand une naine blanche atteint cette masse-là, elle explose. Le résultat va être le même. La lumière va être la même. C'est exactement comme si j'allumais une ampoule de 100 watts. Si je la regarde ici, elle a telle luminosité. Maintenant, si je la mets à 50 km, je calcule sa luminosité. Je peux savoir qu'elle est à 50 km. Parce que c'est la même ampoule de 100 watts que j'ai pris. Si je la mets à l'autre bout de l'univers, je vais avoir la distance de l'univers. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont observé des ampoules de 100 watts, donc des supernovas de type 1, mais à l'autre bout de l'univers, pour pouvoir calculer la dilatation du temps et tout ça, la dilatation de l'univers, et ils se sont aperçus, oh, ça ne marche plus. Les modèles ne marchent plus. L'univers est encore beaucoup plus lourd qu'on pense. Il y a une force dans l'univers qui est en train d'attirer l'univers. L'univers, on pensait qu'il y avait une expansion qui probablement se ralentit après le Big Bang. Non, l'expansion a grossi, elle accélère. L'accélère. Ce qui veut dire qu'il y a une force qui est extérieure à l'univers ou dans l'univers qui nous attire, une force inversement proportionnelle à la force de gravité. Une antigravité. Donc, on se fait disloquer de tous les bords. C'est ce qu'on appelle l'énergie noire. La matière sombre, on a une idée de quoi ce que ça peut être. On a des suspects. L'énergie noire, il y a zéro idée de quoi ce que ça peut être. Et on s'est aperçu que l'univers était maintenant composé d'au moins 2/3 d'énergie noire. Ce qui veut dire que pour faire notre univers, on a trois parties d'énergie noire, une partie de matière noire, et tout le reste qui reste là, c'est la matière visible. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans vos télescopes? C'est simplement une petite partie de l'univers. Notre univers est beaucoup plus complexe que ça et totalement invisible à nos yeux. Et on n'a aucune idée c'est quoi. Donc, dans 40 ans, je vais pouvoir vous en parler encore et encore parce qu'on va découvrir de nouvelles choses. Qu'est-ce que l'image de Planck a réussi à nous trouver? Énergie noire, on est passé de 72% à 69%. Donc, on a moins d'énergie noire qu'on pensait. La matière sombre, on en a plus qu'on pensait. Matière visible, on a un petit peu plus qu'on pensait. Et l'univers est 80 millions d'années plus vieux. Donc, c'est comme si je rajoutais un an ou deux à M. Asselin. Ça ne ferait pas grande différence.
Et l'expansion de l'univers est un peu moins rapide. Donc, ça termine le côté cosmologie. On va rentrer dans le côté planète tout à l'heure, étoiles et planètes et la vie après la pause. On va quitter le monde des théories du cosmos et tout, et on va aller maintenant au monde des étoiles. On va changer de scale. Les étoiles, ça évolue. C'est comme le Homer sapien qui évolue aussi. Donc, les étoiles ont une vie. On l'a appris. Je vais aller assez vite. On va naître d'un nuage. Le nuage a eu une perturbation quelconque. Et là, il va se mettre à se compresser. Donc, un nuage peut exister. S'il n'y a pas de perturbation, il va continuer à exister. Toutes les particules vont bouger un peu, vont s'associer. Mais s'il y a un choc comme une explosion à quelques années-lumière de lui, ça va créer un nombre de chocs et là, il va être « Oh! Ah, on va former une étoile. » Et on va faire une étoile. La majorité du temps, si on prend notre Soleil, ça c'est à peu près les tranches de vie, on va passer sous la forme d'une étoile, on ne changera pas tellement. On va avoir ce qu'on appelle la fusion nucléaire, la fusion de l'hydrogène, et on ne changera pas tellement. Rendu à un moment, après quelques milliards d'années pour notre Soleil, on va manquer d'hydrogène au cœur, parce que les réactions nucléaires sont seulement au cœur de l'étoile. L'étoile a 15 millions de degrés au cœur, et là, l'hydrogène se change en hélium. Il va manquer d'hydrogène, il va avoir un surplus d'hélium, il va commencer à faire toutes sortes de choses. Il va dire, ah, je vais transformer mon hélium en carbone. En même temps, je vais transformer le carbone en silicium, en azote, en ci, en ça. Il va produire des réactions nucléaires au cœur beaucoup plus fortes. Ils vont être tellement forts que le cœur va tout éjecter, tout le reste de l'étoile. Parce que le cœur va se mettre à briller tellement fort que l'étoile va se décomposer. Mais avant de se décomposer comme telle, elle va gonfler, puis elle va gonfler. Le Soleil va venir tellement gros qu'il va englober même la Terre. Vous voyez, notre Soleil, là, il fait la grosseur d'un point. Mais là, dans 5 milliards d'années, on va l'avoir, on va être dedans. Complètement. Et on va avoir du Soleil mur à mur, comme on peut dire. Et après ça, il va faire, l'enveloppe va continuer à se dilater, puis ça va devenir une belle nébuleuse planétaire que vous allez voir à votre prochaine séance d'observation. Et essayez de voir le petit point lumineux qu'il y a au centre. Le petit point lumineux qu'il y a au centre, on appelle ça une étoile naine blanche. Et c'est le cœur de cette étoile-là. Après que, généralement, s'est transformé son cœur en carbone, il va arrêter là. Parce qu'il n'y a plus assez de gravité pour augmenter sa température et l'étoile va se stabiliser. L'étoile naine blanche est un cadavre. Il n'y a plus de réaction nucléaire et tout ce qui la tient en vie comme telle, tout ce qui la fait luminer, c'est sa chaleur interne. Donc, elle va rayonner pendant 100 milliards d'années. L'univers a seulement 13 milliards d'années. Donc, la naine blanche va survivre pendant très, très, très longtemps, plus longtemps que l'âge de l'univers. Et ça va rester là si elle n'a pas de compagnon, comme j'ai dit tantôt. Donc, naine blanche jusqu'à l'infini. Si on résume, nuage de gaz, combustion d'hydrogène, ça prend à peu près 10 milliards d'années de l'ordre. Combustion de l'hélium, on se le fait en 100 millions d'années, donc beaucoup plus court. Phase de nébuleuse planétaire, autour de 10 000 ans. Donc les nébuleuses planétaires que vous observez, là, dépêchez-vous parce qu'ils vont juste rester là à peu près 10 000 ans. C'est court dans la vie d'une étoile. Il y en a des belles. Et phase de naine blanche, probablement un temps de l'ordre de l'infini. Quand on arrive dans 100 milliards d'années et plus, là, ça prend du temps à se refroidir. Mais, si l'étoile naine blanche est en système double, donc on a un couple d'étoiles, deux étoiles,
Évidemment, son compagnon, il n'est pas exactement synchronisé. Donc, moi, j'évolue, je me transforme en étoile naine blanche. Après, mon compagnon évolue, j'ai dit, il devenait aussi gros que la Terre. Ce qui veut dire qu'il va éjecter de la matière. La matière, par gravité, elle peut tomber sur moi. Et là, j'avais, supposons que j'étais un soleil qui était 6 fois plus gros que notre soleil. Quand l'étoile naine blanche, donc le cœur du soleil, j'ai atteint peut-être 1,2 masse solaire. Qu'est-ce qui reste au cœur? Mais si cette étoile-là me transfère encore 0,2 masse solaire, bang, j'explose. J'ai été prendre un film de ça. J'ai pris mon petit vaisseau, j'ai été filmer ça, ça donne ça à peu près. J'entendais ça aussi. Donc, j'ai mon soleil qui est en train d'évoluer, qui transfère sa matière sur l'autre. Et il vient de me planter. Ça a explosé. Planté d'aplomb. Yeah, ça c'est le fun. Vive PowerPoint. OK. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Il y a plein de numéros que vous avez compris. On en réessaye une deuxième fois. Ah, il reste explosé. Donc là, on a transféré notre matière. Cet éclat de lumière-là est aussi brillant que toute la galaxie au complet, donc 100 milliards d'étoiles. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui reste après cet éclat. Voilà. L'étoile est complètement détruite, donc l'explosion de supernova de type 1A, il n'y a pas de trou noir, il n'y a rien, l'étoile est complètement désintégrée, mais il reste la matière qu'on va en parler un petit peu plus tard. Les deux étoiles sont désintégrées? Non, juste une. Okay. L'autre, elle a subi un onde de choc, mais elle va rester là pareil. Là, le géant rouge. Même, on a trouvé des planètes là. Donc, la première exoplanète a été trouvée autour d'une étoile à neutrons. Donc, elle a subi une explosion de... Mais il a vanté. Il a vanté fort. Il a vraiment vanté fort. C'est pas le même résultat si j'ai une étoile supermassive. Donc, une étoile qui a 8 masses solaires et plus. Donc, une étoile qui est 8 fois plus lourde que notre Soleil. Mais c'est quoi la masse des étoiles en moyenne? On peut aller à 1/100e la masse du Soleil jusqu'à environ 100 fois ou 200 fois la masse du Soleil. C'est l'ordre de grandeur. On ne peut pas avoir des étoiles de 1000 fois la masse du Soleil. Du moins, on ne croit pas qu'il existe ce genre d'étoile-là. Physiquement parlant, il ne pourrait pas se tenir. Donc, une étoile qui est plus grosse que 8 fois la masse solaire va avoir une technique un peu différente. Elle ne fera pas de phase de nébuleuse planétaire et tout, mais elle va quand même grossir et devenir super géante. Donc, elle va quasiment devenir la taille du système solaire au complet et même du système de comètes et tout. Elle peut atteindre des dimensions gigantesques. Mais elle ne va pas dissiper sa couche. Sauf que, suite à des réactions nucléaires au centre, il va produire du fer. Le fer est l'élément le plus stable et les réactions de fer après absorbent de l'énergie. Ce qui veut dire que j'ai la pression qui pousse pour écraser l'étoile, j'ai les explosions qui dégagent de l'énergie qui retient tout ça ensemble, tout le monde est stable, et tout d'un coup, je fais des réactions nucléaires qui poussent dans le même sens de la pression, qui absorbent de l'énergie. Donc, il y a un effondrement de l'étoile, et l'étoile explose, supernova de type 1b ou de type 2. C'est la fin d'une étoile massive. Vous avez d'autres conférenciers qui vous ont tout expliqué ça un jour. Et ça fait 2 cadavres. Ça fait soit un trou noir, ou une étoile à neutrons. J'aurais dû dire, ça fait soit une étoile à neutrons, ou si l'étoile à neutrons est un petit peu plus massive, ça va devenir un trou noir.
pensez que si je mets l'humanité au complet, toute la Terre au complet, sur un trou noir, on va être réduit à la taille d'une goutte d'eau, d'1 millilitre. Donc, toute l'humanité et sa planète, la densité est tellement forte qu'elle tient dans 1 millilitre sur un trou noir. C'est une étoile naine blanche, c'est seulement la tour Eiffel qui tient sur 1 millilitre. Mais c'est un trou noir, c'est très, 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 très dense. La vie aussi d'une étoile, je parlais de notre Soleil, a une vie de 10 milliards d'années. Une étoile massive, elle brûle la chandelle par des deux bouts, on parle de quelques millions d'années, et non de milliards d'années. On peut vivre les plus grosses, comme dans Orion, dans le trapèze, l'étoile la plus brillante, c'est de l'ordre de 2 millions d'années. Donc on va probablement voir sa fin aussi, là, si on vit assez longtemps. Ben, l'avancement, avec le système de santé québécois, ouais, non. On va attendre d'autres étoiles qui vont exploser avant. Le diamètre de l'étoile ici est environ de 9 km maintenant. On connaît à peu près le diamètre des étoiles avec les nouvelles recherches. L'Université McGill travaille beaucoup dans ce domaine-là, donc est une partie du CRAC, et travaille dans les étoiles à neutrons, et ils ont arrivé à des tailles, on n'a jamais mesuré une étoile à neutrons, on la mesure indirectement, et on arrive à une taille de 9 km. Donc, la ville de Québec, là, à peu près, là, tout le Soleil est rendu dans cette dimension-là. La pire fin qu'on peut avoir, c'est la fin d'un trou noir, vous pensez, hein? Parce que là, tout est détruit, c'est fini, c'est la mort complète d'une étoile. Dans les années 80, là, le trou noir, ça n'existait même pas. C'était même pas dans la théorie. Donc, on a commencé après ça à découvrir qu'il existe des trous noirs, premièrement théoriquement, et après ça, on a commencé à observer des trous noirs. Et maintenant, on sait qu'il y a des trous noirs dans toutes les galaxies, au cœur de chaque galaxie, qu'il y a des trous noirs supermassifs, de milliers de fois la masse du Soleil. Donc, quand une étoile massive explose, crée un trou noir, elle crée de l'ordre de la masse du Soleil. Mais au cœur de chaque galaxie, on parle de milliers, de millions de masses de Soleil. Donc, c'est tout quelque chose qui a absorbé beaucoup, beaucoup de matière. Et aussi, on a trouvé des trous noirs stellaires un peu partout maintenant. Donc, le trou noir est connu. Mais est-ce que c'est vraiment une arme de destruction massive, cette affaire-là? Est-ce que c'est vraiment la mort, le trou noir? Pas réellement. Oups. Ici, on a une photo d'un trou noir qui est en train d'absorber une planète. Donc, la planète a passé trop proche du trou noir, est en train de disloquer et on voit son absorption. Dans la dernière qu'on a trouvée, c'est une planète à peu près 20 fois plus grosse que Jupiter, qui a passé trop près du trou noir. Et là, il y a 10% de son enveloppe qui est tombée dans le trou noir. Elle a gardé encore 90% de sa masse. Elle continue à tourner, mais elle va probablement se disloquer. Et au fil des années, elle va complètement se faire absorber par le trou noir. Donc ça, c'est mauvais pour la planète. Mais d'un autre côté, j'ai un autre trou noir ici, qui est en train, quand on absorbe ici, on a ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et à cause de certains trous noirs, on s'est aperçu qu'il y a des champs magnétiques énormes, tout le kit. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la matière, elle ne peut pas tomber sur le trou noir. Elle rentre dans les lignes de champ, puis elle est éjectée par chaque bout. Donc, il fait des jets de matière très, très énergétiques. Ce trou noir-là a frappé un jet de matière très énergétique et est en train d'allumer une galaxie complète. Donc, le trou noir à lui seul est en train de frapper un nuage intergalactique et il est en train de faire naître, il est le papa de 200 milliards d'étoiles. Non, peut-être lui, 20 milliards d'étoiles. Donc, quand on a le film Starbuck, là,
qui a eu 500 quelques enfants, lui, il en a 20 milliards d'enfants. Donc, Starbucks, il peut aller se rasseoir pour l'instant. On a trouvé un trou noir plus énergétique. Ici, ça, c'était une vue d'artiste, évidemment. La vraie photo, c'est ça ici. Donc, on a quand même observé le trou noir. Ici, on a le jet de matière, et ici, on a la galaxie qui est en train de s'allumer. Le trou noir, on ne le voit pas comme tel. Le trou noir, l'explosion d'une étoile massive, c'est ça qui nous a sauvés. Si on n'avait pas eu d'explosion d'étoiles massives avant nous, on ne serait pas là. Pourquoi? Au début de l'univers, je n'ai pas dit, mais il était exclusivement composé d'hydrogène et d'hélium. Ça ne fait pas des enfants forts. Après ça, on s'en va dans les étoiles, comme notre Soleil. Notre Soleil va produire des atomes comme de l'azote, du carbone. Ah, ça c'est déjà intéressant. On a besoin de pas mal de carbone. Mais il y a d'autres éléments qu'on veut. On veut faire un beau système financier, ça nous prend de l'or, ça nous prend toutes sortes de choses. Si on veut fonctionner, c'est dans les étoiles qui sont dans l'explosion d'une étoile que là, les éléments du tableau périodique, la plupart des éléments du tableau périodique sont produits. On a les particules sur lesquelles on trouve notre planète, là, tout ce qu'on a, le tableau périodique qu'on a, les 80 éléments naturels à peu près qu'on trouve, ont été formés pratiquement tous lors de l'explosion de l'étoile. Très, très peu viennent de la vie de l'étoile. C'est sûr qu'elle va perdre un peu de matière. Est-ce qu'ils ont été éjectés lors de son explosion ou ils ont été produits? Produits. Et non. Éjectés, évidemment. Oui, mais je veux dire, c'était pas à l'intérieur de l'étoile. Non. Quand l'étoile s'est effondrée, durant l'explosion, il y a eu une production énorme de neutrons qui a frappé, qui a commencé à peupler tous les autres atomes qu'il y avait autour. Et ce dégagement de neutrons-là a produit le tableau périodique. C'est sûr qu'il y avait déjà des éléments de produits. Là. On a produit jusqu'au fer. L'explosion en a détruit une bonne gang, mais les a transformés, mais il y en a quelques-uns qui sont récupérés. Donc, c'est lors de l'explosion qu'on a toute l'éjection de cette matière-là, à cause qu'il y a un flot énorme de neutrons qui arrive. Mais c'est sûr qu'avant, on a déjà, pré-explosion, il y a déjà des neutrons qui ont été produits. Mais vous inviterez Hugo Martel, là, qui vous parle du tableau périodique, il y a une belle conférence là-dessus. Il fait juste ça. Pendant 2 heures de temps. C'est très intéressant. Non, c'est vrai. Je m'excuse. C'est les meilleures conférences que j'ai vues. 80 éléments expliqués un par un. Non, sans que lui, il fait tous les éléments, même les exotiques. Et leurs isotopes. Donc, non, il y en a une gang. Il a même changé la structure du tableau. Ouais. Non, c'est super intéressant. Donc, on produit la majorité des éléments comme ça. Si on regarde l'univers composé 75% d'hydrogène, la partie qu'on voit, 24% d'hélium et moins d'1% d'autres éléments. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas des enfants de l'univers, on est plutôt les enfants des étoiles. Voici la composition du cœur d'un être humain. Et beaucoup d'oxygène, beaucoup de carbone, tous des éléments produits à l'intérieur des étoiles. Et maintenant, dans les années 80, on a fini les planètes, les étoiles, on va aller aux planètes. Dans les années 80, vous savez, on connaissait 9 planètes, ou 8, là, si on enlève Pluton, on ne la connaît plus. Mais on va aller la visiter dans, vous savez, Nouvel Horizon, la sonde qui est partie, va arriver en 2015. Donc, on va avoir des images très, très bientôt de la planète Pluton, la planète naine. Mais à l'époque, on connaissait que 9 planètes. C'était tout. Tout notre système était basé là-dessus. Tous nos modèles mathématiques pour créer le système solaire, on essayait de reproduire notre système solaire et tout ça. Maintenant, on a des satellites, des télescopes d'à peu près 2 mètres qui observent une région, bien, vous connaissez le triangle d'été,
il observe entre Deneb, qui est ici, et Vega. Donc, pratiquement toute la région, c'est une bonne partie du ciel. Et pendant quelques années, en permanence, il prend des images. Permanent. Il suit 150 000 étoiles, je pense, comme ça, dans ce champ-là. Et il prend les images. Toutes les 30 minutes, là, toutes les minutes, il y a des images qui arrivent sur Terre. Pendant 4-5 ans. Mais pourquoi qu'il fait ça? C'est pour voir des exoplanètes. Si la planète passe devant l'étoile, ça va faire un point noir, ce qui veut dire que la luminosité de l'étoile, elle va baisser. Donc, si je prends la lumière de l'étoile, puis tout d'un coup, je vois sa luminosité baisser, il y a quelque chose qui passe devant. C'est soit une planète, ou soit une tache solaire. Vous voyez notre Soleil, si vous avez observé le transit de Vénus, on a des taches solaires qui sont quasiment aussi grosses que Vénus quand Vénus passe devant le Soleil. Donc ça, il faut prendre ça en compte. Mais si on le voit tourner pendant 5 ans, on voit toujours la même tache qui revient à tous les 2 jours, qui revient à tous les 6 mois, qui revient à tous les années. Mais là, il y a une planète qui vient de passer. Donc c'est pour ça qu'avec 3 ans de données, on peut trouver beaucoup de planètes. Et Kepler en a trouvé une quantité industrielle de planètes. Donc ça, c'est une des techniques qu'on utilise, qui s'appelle la technique du transit. Il y a d'autres planètes qu'on a trouvées. Donc un groupe à l'Université de Montréal ont trouvé des planètes errantes. Il n'y a pas de soleil. Une planète qui se promène tout seul dans l'univers, qui s'est formée soit tout seul, ou qui s'est chicanée avec ses chums de planètes, puis qui a été éjectée, puis là qui est parti tout seul de son bord. C'est pratique, parce qu'observer une planète, c'est difficile parce que l'étoile est très brillante. C'est exemple, moi, vous venez de Québec, je ne sais pas si vous savez, il y a une ville qui s'appelle Montréal, avec un édifice qui s'appelle la place Ville-Marie. Elle a une grosse lumière dessus. Mais si je prends cette lumière-là, puis je l'envoie à Toronto, et je mets une chandelle de gâteau de fête à moins d'1 mètre de cette lumière-là, mais il faut que je prenne de Québec une photo de la chandelle, sans que la lumière de 100 000 watts là, éclaire. Donc, il faut juste que je vois la chandelle. C'est très difficile. Mais le groupe de Montréal a réussi à le faire, avec Christian Marois et René Doyon et David Lafrenière. Ce même groupe a réussi aussi à photographier une planète errante, et maintenant, on croit qu'il y a autant de planètes errantes dans la galaxie qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Donc, il y aurait comme 200 milliards de planètes errantes, et si on réussit à les observer, on peut les voir, eux autres, faire des spectres, sans voir la pollution de l'étoile à côté. Donc, on peut vraiment mieux comprendre leur composition, sans voir leur pollution à côté. Quand on dit errante, ils doivent être rattachés quand même à un système. Vraiment pas rattachés à aucune étoile. Ça veut dire qu'ils subissent... Ils subissent quelle gravité à ce moment-là? La galaxie. La galaxie. La galaxie Cosmos 1999, ils se promènent. Un peu partout. Comme un astéroïde non périodique un peu, dans le fond. Ça va au gré des... Ouais, plus ou moins. L'astéroïde, il est normalement dans un système, il y a une perturbation, puis après ça, il va se faire éjecter. Comme un astéroïde ou une comète qui s'est... Elle était dans le nuage de Oort. Elle a vécu là pendant 5 milliards d'années. Tout d'un coup, avec une collision, elle est partie, puis là, elle s'approche du Soleil, elle prend de la vitesse, puis elle se fait éjecter du système solaire. Et elle ne revient plus. Ça devient une comète errante. Bon, mais la planète errante, c'est une des explications. On ne sait pas si c'est l'explication, mais c'est une des explications. Ou c'est un petit nuage, et il y avait juste assez de matière pour former une planète, il n'y avait pas assez de matière pour faire le reste. Donc, elle s'est formée tout seul. Elle n'a pas d'orbite fixe, elle n'a pas d'orbite stable. Non, pas d'orbite. Elle tourne autour de la galaxie, comme notre Soleil tourne autour de la galaxie.
Ben, elle tourne quand même autour du centre de la galaxie. Oui, oui. Elle a l'air pas tant que ça. Ben, elle pourrait être intergalactique aussi. Parce qu'on a trouvé des étoiles intergalactiques. Donc, il y a probablement des planètes intergalactiques aussi. Et là, elle tournerait autour de l'amas de la galaxie, qui tournerait autour de... Finalement, on finit par toujours par tourner autour. Ouais, on tourne tout le temps autour de quelqu'un, c'est sûr. Comment ils font pour détecter ou observer ou soupçonner la présence d'une planète errante? S'il n'y a aucune... Réfléchir à la lumière d'une étoile loin, tout ça, ça ne doit pas être évident. Comment on fait pour... Elle ne réfléchit pas de lumière d'étoile parce qu'il n'y a pas d'étoile. Donc, elle chauffe par elle-même. Généralement, c'est des planètes jeunes. Si vous regardez Jupiter, elle émet 50% plus de lumière que ce que le Soleil y en donne. Donc, Jupiter réchauffe par elle-même. Plus qu'on concentre du gaz, si on se met tout le monde dans le même coin, dans le petit coin dans la pièce, on va chauffer. On va être tous collés puis on va avoir chaud. Bon, mais dans les planètes, c'est la même chose. On a compressé du gaz, pas assez chaud pour atteindre 15 millions de degrés pour déclencher des réactions nucléaires, mais assez chaud pour atteindre 1000 degrés, 700 degrés. Et 1000 degrés, 700 degrés en infrarouge, ça se voit très bien. Photographiez votre trompe-poil en infrarouge, là, il est lumineux, vraiment très lumineux, et il atteint 400-300 degrés. Donc, en infrarouge, on est capable de voir ces planètes-là. C'est d'ailleurs avec ça qu'on les a observées, en infrarouge. Et comment on les a détectées? Dans des surveys, on prend des photos d'une région du ciel, année après année, tout d'un coup, on voit quelque chose qui vient de passer. C'est une planète, ça c'est très près de nous, 100 années-lumière. Donc sur les photos, ça se déplace assez vite. Et c'est pas assez gros pour être une étoile, ça n'a pas la température, donc c'est une planète. Mais le mot planète n'est pas adéquat pour cet objet-là, parce que planète implique que ça tourne autour d'une étoile. Donc il faudrait trouver un autre mot pour ce genre d'objet-là. Planète errante. Hein? Planète errante. Marie fait demander si Nibiru, c'est une planète errante. Là, il est manqué. Juste pour voir comment elle réagit, il va dire ça de bord. On a classé ça le 23 décembre 2012, on a fermé le livre de cette planète. Moi, ce que je comprendrais, si pour voir ces planètes errantes-là, si elles ne sont pas éclairées par le soleil, c'est qu'elles chauffent. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de croûte. Non, c'est généralement elles ne sont pas refroidies encore. C'est ça, c'est des planètes gazeuses. Bon. Donc, ça veut dire que ce sont des planètes gazeuses. Oui. C'est une étoile. Non. Elle est trop petite pour être une étoile. C'est des naines brunes nettes. C'est des naines brunes nettes. Mais c'est pas des... Ah oui, ça commence à être compliqué. OK. Comme Jupiter. C'est comme Jupiter et Saturne. Oui. C'est comme des Jupiter et des Saturnes. S'il n'y avait pas notre Soleil, ça serait des naines brunes, naines. Il va falloir trouver un nouveau mot. Là. On va faire un concours pour trouver un nouveau nom à ce genre d'objet-là. Mais c'est comme si Jupiter s'en allait tout seul. Se promène tout seul. Mais là, on la considère comme planète, pour nous, même si elle est gazeuse, parce qu'elle tourne autour du Soleil. Mais celle-là ne tourne pas. Donc, ils sont c'est pour ça que je dis que le mot planète n'est pas bon. Et on les voit, c'est ça. Là. Mais c'est le seul mot qu'on a dans notre vocabulaire pour l'instant. OK, on a trouvé 2 autres planètes avec le groupe de Montréal. Un autre groupe de Montréal analysait les images qui étaient rejetées, les données qui n'étaient pas importantes pour le télescope que je vais montrer tantôt, Kepler. Kepler, lui, il cherche des planètes. Mais en même temps, il prend des photos en permanence d'une grosse région du ciel. Donc, ceux qui étudient les naines blanches se sont dit, ben, vos photos de naines blanches, là, pouvez-vous nous les donner? On va les observer nous autres aussi, parce que nous autres aussi, on s'intéresse à la scintillation des naines blanches. Quand des naines blanches, ça pulse, variation de lumière. Donc, parfait, Jules Fontaine et son équipe a pris
les photos de Kepler et a analysé. Et tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il y avait une étoile qui pulsait vraiment bizarre. Tu ne peux pas pulser comme ça. Et ils se sont aperçus que cette étoile naine blanche-là avait deux planètes qui tournaient autour d'elle. Mais deux planètes vraiment exotiques. C'est les deux planètes les plus chaudes qu'on connaisse. 27 000 degrés sur la planète. Il fait chaud. C'est les deux planètes les plus proches de leur étoile jamais observées. Ils frôlent quasiment la naine blanche, très très proche, et c'est les deux planètes les plus rapides aussi jamais observées. Mais là, vous me dites, comment on peut avoir une planète près d'une naine blanche? Si on revient dans le scénario inverse, avant la naine blanche, on avait la nébuleuse planétaire. Avant la nébuleuse planétaire, on avait la phase géante rouge. Ce qui veut dire que ces planètes-là étaient à l'intérieur de l'étoile. Quand l'étoile a commencé à grossir, j'ai dit que notre Soleil va grossir et il va englober la Terre. On a toujours pensé que la Terre ne va pas survivre à ça. La Terre va être complètement désintégrée et rentrer dans le Soleil et se faire détruire. On a trouvé deux planètes qui ont survécu, qui ont passé l'étape de la géante rouge et qui ont navigué, continué en orbite, mais à l'intérieur de l'étoile. C'était probablement des planètes géantes, comme Jupiter, et c'est le cœur maintenant des planètes géantes qu'on voit. Comme Jupiter, elle a un cœur probablement d'hydrogène métallique ou quelque chose comme ça, et c'est ce cœur-là qui aurait survécu. Tout le gaz a été absorbé par l'étoile, mais le cœur est resté là, puis il a continué à tourner. Puis quand la phase géante rouge est terminée, nébuleuse planétaire, bien, les petites planètes ont resté. Au début, ils étaient grosses, mais après ça, ils ont resté petites, puis ils ont continué à tourner. Aucune théorie ne prédisait ça. On disait, une planète, phase géante rouge, des planètes qui sont à l'intérieur de l'orbite, c'est fini. Là, on a trouvé que c'est pas fini. Donc, il y a vraiment de l'évolution. On a même un catalogue maintenant d'exoplanètes, que c'est 8 planètes où c'est qu'on peut avoir de la vie. Qu'il y a forte probabilité qu'il y a de la vie. Donc, ils ont même fait un catalogue. Ils sont rendus à 9 planètes maintenant, qui a une forte probabilité d'avoir de la vie. Parce que combien de planètes possèdent la vie dans l'univers? On parle, il y en a de la vie. Combien de planètes possèdent la vie dans l'univers? Vous décevez, là. Il y en a Une seule planète possède la vie dans l'univers. Connue. Connue. Mais on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Donc, il y en a 9 candidats qui sont fortement probables. C'est quoi la zone habitable? Pourquoi qu'on dit zone habitable? Parce qu'on est pas mal égocentrique. C'est la zone qu'on pourrait vivre ou qu'on pense que la vie pourrait se développer. Ce qui veut dire que c'est la zone qui a de l'eau liquide. Si on prend notre printemps, on n'est pas dans une zone habitable pour l'instant. Il y a de la neige encore à Amos à soir ou hier soir. Donc, c'est la zone près du Soleil où il peut avoir de la vie, ce qui veut dire qu'il peut avoir de l'eau liquide. Pour notre Soleil, c'est entre Vénus et Mars. Nous, ça donne bien, on est situé là-dedans, entre les deux. Mais si on a un Soleil plus petit, la zone est plus proche. Donc, plus que le Soleil est petit, puis j'ai dit qu'on peut avoir des soleils jusqu'à 1/100e de la masse du Soleil, on pourrait voir notre Soleil gros comme ça, puis être dans une zone semi-habitable. On estime que dans cette zone-là, qu'il y a environ les 10 étoiles les plus proches de nous ont environ 4 planètes qui seraient dans la zone habitable. Donc, les 10 étoiles qui sont vraiment là, très très près de nous, on pourrait pratiquement parler avec eux autres. Parce que là, 10 ans, 20 ans, un signal, il n'y a pas de problème. Là. On parle encore d'un voyageur, puis ça fait partie en 75. Là. Donc, à 20 ans, on peut envoyer un signal et espérer avoir une réponse.
intelligente. Ben, si je suis là. Non. Oui. Pour ce qui est des... Est-ce que c'est modélisé pour les systèmes multiples ou les systèmes doubles, la zone habitable? Est-ce que... Oui, tu peux avoir des zones habitables avec des systèmes doubles. Tu peux avoir des systèmes doubles peuvent être à très grande distance et des planètes très près de leur étoile. Ou tu peux avoir deux planètes collées. Il y a un système triple maintenant, qu'il y a une étoile avec une planète autour qui tourne autour de deux autres étoiles qui sont collées. Donc, tu as des systèmes où c'est que tu peux avoir des planètes. Ce qu'on ne croyait pas possible, il n'y a aucun modèle mathématique qui nous faisait prédire ça, mais on est capable d'avoir des systèmes doubles maintenant, et là, on doit avoir des modèles mathématiques pour les modèles physiques, pour les faire. Mais ce que je me rappelle plus, c'est qu'il avait dit dans les nombreuses conférences auxquelles j'assiste, c'est qu'il disait que oui, il peut y avoir des planètes dans des systèmes doubles, sans problème, mais il n'y a pas vraiment de zone habitable, parce qu'à un moment donné, si la... Ça va dépendre du système. Si la planète passe entre les deux soleils, c'est trop chaud, ou c'est trop froid. Ça va dépendre du système. Si la planète est relativement loin, deux étoiles qui sont très collées, ça peut vivre. Si tu as un autre système où c'est que l'étoile est très loin, on peut avoir un système séparé d'une année-lumière. Donc, nous, on est très collés à quelques kilomètres du Soleil, puis tu as un autre Soleil qui est très loin. Ce système-là est double, mais il n'y aurait pas de problème avec nous. À la limite, si Jupiter était allumé, peut-être qu'on pourrait vivre. Donc, peut-être qu'il est un peu proche. Mais une planète qui serait après le nuage de Oort, autour du nuage de Oort, pas une planète, mais un Soleil, il n'y aurait pas de problème pour nous. Donc, ça dépend du système. Il y a des systèmes que tu n'aurais pas de zone habitable, mais il y a des systèmes que tu peux en avoir. Après la détection de planètes, on a un chercheur à Montréal qui veut être le premier à détecter une exolune. Donc, on détecte maintenant des exoplanètes. Maintenant, ils sont rendus à la capacité, ils croient qu'ils sont capables de détecter des exolunes. Comment? Si on regarde exactement ici la manière que ça va tomber là et la manière qu'on va avoir relevé, si la planète a une lune, elle va se faire légèrement ralentir ici et légèrement accélérer là. Donc, ça va changer les arrêts du transit comme tel. Et on va peut-être essayer de détecter la première lune ou la première étoile noire et la voir arriver et là sauver le monde. Parce qu'on va envoyer Luke Skywalker. Et donc, c'est vraiment la courbe de lumière, mais il faut être précis à la milliseconde. Donc, prendre des images à tous les millisecondes à peu près. La technologie arrive pour le faire. On va l'avoir là. C'est une question d'années, de mois que l'instrument va être prêt et va être capable de le faire. Donc, bientôt, peut-être une découverte qui va arriver de l'Université de Montréal par David Lafrenière, qui va peut-être être le premier à détecter une exolune. Confirmé. Parce qu'il y en a qui ont dit qu'il y en avait. Excuse-moi, peux-tu revenir à la diapo d'avant? Ça demeure quand même, ça, c'est la variation de flux pour un transit d'une exoplanète. Oui. Quand même. Quand même. C'est juste sur la pointe des ailettes, là, c'est ça. C'est la forme ici, la forme là. Ça va comme le système de planètes et de lunes va se faire attirer, donc va changer légèrement. L'oscillation va être légèrement changée. Tout dépendant où est la lune. Ça peut jouer dans le bruit de lecture, dans le bruit de détection. Ben, c'est pour ça que, pour l'instant, ça joue là-dedans, mais il améliore pour pouvoir être capable de préciser ça. Donc, c'est de l'ordre de la milliseconde. Là. La vie, on a dit tantôt que la seule planète qui avait de la vie, c'est sur Terre. Mais on s'est aperçu que la Terre est vraiment infestée de vie. Il y a de la vie partout sur la Terre. Il y a de la vie dans des roches qu'on pensait jamais qu'il pouvait avoir de la vie. Il y a de la vie dans le fond des océans où c'est qu'on pensait jamais qu'il pouvait avoir de la vie. Mais peu importe la vie qu'on trouve sur la planète qui est infestée au complet, elle a toujours la même base.
la même ADN, les mêmes 4 molécules, pas 4 petits blocs qui s'assemblent pour faire la vie. Et ça s'assemble tout le temps de la même façon. Pourquoi? La NASA a dit qu'ils avaient trouvé une bactérie il y a quelques années dans un lac où c'est qu'ils ont changé un des composants. Donc, ça serait de la vie différente de notre vie, mais ils se sont réalisés. C'était une bactérie, un virus qui s'était adapté plutôt. Donc, c'était encore la même vie. On a trouvé cette vie-là dans les météorites. On a trouvé, c'est pas la vie, mais on a trouvé des composantes. Donc, pour faire l'ADN, on a des acides, c'est un acide, on a des acides avant qui s'appellent ribonucléiques, RDN, et il y en a comme 23. On a quand même près d'une dizaine de répertoriés dans les comètes. Est-ce que les morceaux pour faire la vie sont venus des comètes, tombés sur Terre, dans le lac, avec d'autres morceaux qu'on n'a pas encore trouvés, et embrassant faire la vie? Les premières indices, c'est logique. Donc peut-être que la vie s'est développée de façon extraterrestre. Donc elle n'est pas développée. Il n'y avait pas de vie sur les comètes, mais il y avait toute la base pour faire la vie. Sauf que Mars n'est pas supposé d'avoir de vie. Là, quelques mois, je ne sais pas si vous avez vu, le rover est arrêté, puis il a pris une photo d'un objet qui était une enveloppe de plastique, d'après eux. Donc, ils ont dit « Arrête, mets les breaks, parce que là, tu viens de perdre un morceau. Et on veut savoir quel morceau tu as perdu. » Donc, analyse le morceau. Pendant 3 semaines, on entend de la NASA rien. Pas de nouvelles. Tout d'un coup, un des chercheurs de la NASA arrive et il dit « La découverte qu'on va annoncer va changer les livres d'histoire. » Ah! Qu'est-ce qu'ils ont découvert, le morceau de plastique? Parce qu'après 3 semaines, ils ont dit que ce n'est pas un morceau de plastique. C'est pas un morceau qui était qui était tombé, qui était dans le ballon d'origine, tout ça. C'est vraiment un morceau de Mars parce qu'ils ont creusé et ils ont trouvé d'autres dans la Terre. C'est pas Calinette, ça? Hein? Peut-être. Mais moi, j'ai appelé, parce que j'ai des contacts à la NASA, évidemment, des contacts partout dans l'univers. J'ai appelé et j'ai eu l'image d'origine. Donc, quand ils ont creusé plus, ils ont creusé cette section-là et ils ont trouvé des morceaux de chaque côté. Mais le chercheur qui a parlé trop vite, il a dit, ça, il ne voulait pas annoncer la nouvelle, ça a l'air. Donc, lui, il a disparu aussi. C'est bizarre. Mais en primeur, vu que vous êtes gentil, je vais vous montrer la photo au complet, parce que ça, c'est vraiment une partie de la photo. Donc, voici ce qu'il y avait. Donc, oui, il y a des McDonald's sur Mars. Ça, c'est la photo grand champ qui a été prise. Et il y a même une annonce que le prochain est sorti. Le prochain avec n'importe quoi. Tout ça à côté du cabinet, bien sûr. Tout ça à cause du cabinet. Mais juste pour revenir au bout de plastique, c'est quoi la vraie conclusion? Il n'y en a pas réellement. C'est en train d'analyser. Ils disent que c'est pas une matière naturelle, faite de façon naturelle ou quelque chose. Mais c'est pas un morceau de plastique, ça peut être un cristal de quelque chose, une enveloppe. Mais c'est dur à dire. Le robot n'était pas prévu pour analyser ce genre de découverte-là. Mais c'est peut-être une formation calcaire quelconque ou phosphate qui ne s'attendait pas du tout à avoir. Le gars, il est mort, le gars qui a dit qu'on allait écrire. Ah oui. Non, il continue à chialer, lui. Parce que la mission de Curiosity devait s'en aller au bout du cratère puis aller faire une mission. Là, il se
promène un peu partout. Là. Il est parti complètement dans la direction inverse. Et lui, il chiale là, que les gens font des choses. Mais il s'adapte au fur qu'il trouve. Bon, ils ont trouvé ce morceau-là, ben, ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes dans le coin. Donc, ils ont changé le parcours de la mission pour aller trouver des choses plus intéressantes. C'était beau sur Terre, on voyait avec les sondes, les satellites autour, que là, c'était peut-être intéressant, mais une fois que le robot est là, bien, il trouve des choses plus intéressantes dans l'autre direction. Donc, il essaie de trouver le plus de choses possibles. Donc, sérieusement, sur Terre, c'est la seule place qu'on a trouvé de la vie. La même base de la vie. Depuis 175 ans, on sait que probablement que c'est une évolution, que chaque espèce a évolué, évolue toujours, sauf dans la tête du ministre des Sciences, M. Goodyear, que lui, il dit que ça n'a pas d'évolution, que c'est les hommes qui ont tué les dinosaures de 6000 ans, et blablabla. Il faudrait peut-être lui dire qu'il y a de l'évolution, que c'est clair, mais dans sa tête, il y a zéro évolution. Et nous sommes des enfants d'étoiles. On s'est promené sur notre vaisseau qui a créé ça. Et comme on est la seule place pour l'instant qui a de la vie, ça serait peut-être intéressant de le protéger. Ça a pris 13,8 milliards d'années pour me produire, et vous, évidemment. Donc, protégeons-la, on est des enfants d'étoiles. Savez-vous que le cerveau humain est l'agencement de 30 fois 10 à la beaucoup particules élémentaires? Donc, on est de l'évolution, mais on a pris 13 milliards d'années pour se produire et on est quand même assez évolué. Je ne parle pas de la femme. C'est plus complexe encore, ça sort de l'écran. Je vais laisser Hubert Reeves conclure la conférence. Une des découvertes les plus importantes, les plus vertigineuses de toutes ces études d'astrophysique, ce sont les échelles de temps. On va supposer qu'on va raccourcir ces 13,7 milliards d'années en 1 an, et puis on va regarder comment cette année est ponctuée par des événements qui ont joué un rôle important tout au long de l'évolution de l'univers. À cette échelle-là, chaque jour représente 40 millions d'années, et chaque seconde représente 400 ans. Donc on va commencer le 1er janvier, c'est le Big Bang, c'est très lumineux, c'est très dense, et ça refroidit. Ça c'est essentiellement le terme du Big Bang. L'univers se refroidit progressivement. Et il devient de plus en plus sombre. Il traverse une période où il est pratiquement noir. Et il se rallume. Il se rallume vers le début de février. Comment se rallume-t-il? Parce que des étoiles apparaissent, des étoiles se forment, des étoiles brillent, des étoiles naissent, vivent et meurent, on en a parlé, des générations d'étoiles se succèdent. On va maintenant arriver jusqu'à la naissance d'une étoile qui nous touche particulièrement, c'est le Soleil. Au milieu du mois d'août, le Soleil, la Terre, tout le système solaire apparaît. La Terre est une boule de lave incandescente, elle est très chaude, elle se refroidit progressivement, l'eau se condense, et vers le début de septembre, on voit apparaître les premiers vivants. Et les premiers vivants, c'est des petites cellules minuscules, des diatomées, des algues bleues, qui vont vivre dans l'océan et qui vont durer septembre, octobre, novembre, décembre. La vie qui n'existe que dans les océans depuis le mois de septembre va sortir de l'eau, va se déplacer vers les continents autour du 15 décembre. Sous la forme d'amphibiens, sous la forme de reptiles, sous la forme de mammifères, et elle va continuer à évoluer jusqu'à une date qui marque un événement important, c'est l'extermination des dinosaures par une météorite géante qui frappe la Terre, et ça, c'est le 30 décembre. Les dinosaures disparaissent, les mammifères se développent,
Et vers le 31 décembre, vers 23 heures, apparaissent les premiers hominiens, les premiers êtres humains semblables à nous, et toute l'histoire qui se suit après coup, la préhistoire et l'histoire, va durer pendant 7 heures, et la chute de l'Empire romain dans ce calendrier, c'est, tenez-vous bien, le 31 décembre à 23 heures, 59 minutes, 56 secondes. Donc ça vous donne une idée justement de cette découverte importante de l'astrophysique, des échelles de temps gigantesques de notre univers par rapport à notre propre existence.